Et on reçoit Pierre Douglas vite avant que j'oublie, et vous venez régulièrement nous voir, Pierre, et puis la dernière fois vous avez été une victime collatérale du pape puisqu'il était sur le plateau et le pape est mort. Donc évidemment, le pape François. Donc on s'est dit... C'est pour ça qu'hier, je me suis dit, si le nouveau pape est encore vivant aujourd'hui à 10h, je pourrais faire l'émission avec Pascal. Bien sûr, mais là vous échappez, parce que si le pape, si la fumée blanche était maintenant... ah ben je sais, oui. Bon, en tout cas, là, il y a ce livre, et puis il y a cette pièce de théâtre également, Les Bichons. C'est un livre, c'est un récit autobiographique de votre carrière de journaliste, de comédien, de rencontres. Mais c'est toujours pareil, journaliste, comédien, il y a un point commun, c'est les rencontres. Et tous ces gens que vous avez rencontrés, vous en faites un livre, et ça c'est formidable, ça va de Jacques Anquetil, évidemment votre amitié avec Thierry Leluron, les présidents de la République, la vie nocturne, etc., que vous avez vécu, et c'est toujours passionnant. Oui, j'ai vraiment eu une vie de rencontre et je fais encore des rencontres aujourd'hui, mais j'ai eu une vie de rencontre et je pense que c'est ça qui est absolument passionnant parce que j'ai eu de la chance, mais je l'ai forcé. Il y a des gens que j'ai voulu rencontrer. Par exemple, quand j'ai fait mes débuts sur scène, je me suis dit il faut que je joue au théâtre. J'étais chansonnier, je le suis toujours, il fallait que je joue au théâtre. J'ai appelé Claude Chabrol, Bertrand Tavernier, François Truffaut. Claude Chabrol a répondu, on a déjeuné ensemble et à la fin du repas, j'ai eu mon premier rôle. Donc c'est comme ça qu'on force la chance. J'ai voulu entrer à la radio en 70 à Europe 1 comme journaliste. J'ai téléphoné à Europe 1 tous les matins, du lundi au vendredi, pendant 5 mois. J'ai sympathisé avec la secrétaire de Jean Gorini, qui était directeur de la rédaction. Il y avait des matins, on ne parlait même pas de mon rendez-vous. Salut, comment tu vas? Ça va très bien, à demain. Puis au bout de 5 mois, elle m'a dit, t'es assis? J'ai dit oui, mais t'es rendez-vous lundi. J'ai été reçu par Gorini, je suis rentré à Europe 1. Donc j'ai toujours pensé, je l'ai dit à mes enfants et à mes amis, quand ça n'est pas impossible, eh ben on le fait. Voilà. Bon, en tout cas, vous êtes avec nous, et puis il y a quelque chose qui est tout à fait sidérant. À chaque fois, je le dis. On peut dire votre âge ou pas? Oui, oui, j'ai 83 ans et demi. Bon, et donc, vous avez fait un peu de vélo ce matin? Non, pas ce matin, mais je fais du vélo régulièrement et du tennis aussi. Ça entretient la carcasse. Bon, vous fumez pas, vous buvez pas? J'ai arrêté. J'ai fumé un petit peu jusqu'en 1973, je n'étais pas né. Donc j'ai arrêté. Oui, ça fait... Somaya Labidi nous rappelle les titres. Somaya. Pierre Douglas est donc avec nous. Pierre, vous écrivez donc un livre de souvenirs, vite avant que j'oublie. Vous parlez des journalistes. Les journalistes exercent un métier à risque, celui de prendre la grosse tête. Surtout quand on la voit à la télévision. Ils sont solidaires jusqu'à un certain point. La rivalité est forte. Vous trouvez que les journalistes sont solidaires? La rivalité est forte. Ce qu'ils recherchent, c'est le scoop. Je suis même pas sûr que ce soit ça. La nouvelle, parce qu'en fait, on peut être un journaliste sans avoir un scoop. Bien sûr. C'est très rare même un scoop. Oui, on le cherche quelquefois quand on le trouve pas. Bon. Eh bien, on l'invente, donc faut faire attention. Oui, mais vous avez raison de dire que votre génération bidonnait alors que la nôtre ne bidonne plus, elle ne peut pas. Mais la presse écrite bidonnait il y a 50 ans. On parle parfois. À la radio aussi, c'est arrivé. Oui, tout à fait. Il y a un célèbre journaliste à l'époque qui avait écrit les faux carnets de Gaston Dominici. Les faux carnets de Gaston Dominici. Tout à fait. Bon, ils sont solidaires jusqu'à un certain point, la rivalité est forte, ce qu'ils recherchent c'est le scoop, la nouvelle qu'on donnera avant les autres, l'exclusivité, on est prêt à tout pour ça, c'est ce que nos patrons attendent de nous, si nous avons de la pression eux aussi, ils sont soumis à l'audimat qui sera le reflet de la qualité d'une émission dans ce monde mercantile, écrivez-vous. Le journalisme est un produit? Un produit. Non. Une marchandise? Non. Le journalisme, c'est un métier magnifique à partir du moment où on a des valeurs, où on a une morale et on la respecte. Moi, je me souviens d'un procès que j'étais allé couvrir à Charleville-Mézières. C'est une dame qui avait été accusée par son mari algérien d'avoir mis le feu à la maison pour tuer les 4 enfants qu'ils avaient ensemble, parce que le père voulait les ramener en Algérie. Bon, elle a été acquittée. Et mon rédacteur en chef me dit, va l'interviewer. Je suis allé voir cette femme qui venait d'être libérée après avoir passé 6 mois en prison pour un quadruple meurtre qu'elle n'avait naturellement pas commis du tout. Elle était incapable de parler.
Et j'appelle mon rédacteur en chef, je dis, il est absolument incapable de parler. Et bien il me dit, tu prends une bonne femme dans la rue, et puis tu lui expliques ce qui se passe, et puis tu te débrouilles pour la faire. Alors je ne l'ai pas fait, mais j'ai eu beaucoup de difficultés, je me suis fait engueuler, mais j'ai pas marché dans la combine. C'était Éric Revel, votre patron, c'est pas possible. C'est ce qu'il faisait quand il était à LCI, mais ça se fait pas. À quel moment Pascal Praud va me tomber dessus? Vous voyez, c'est vers 10h13, il est 10h13. J'ai pas fait exprès. C'était Éric Revel. Non, mais ça ne se fait plus aujourd'hui. Non, mais enfin, moi je savais même pas que c'était fait, pardonnez-moi. Ah si, ça, mais attendez. Non, mais les carnets je me souviens très bien de cette histoire. Mais il y a une anecdote très célèbre de quelqu'un qui était dans sa baignoire et qui était à l'autre bout du monde et qui faisait croire qu'il était je ne sais où. Il y a eu des trucs assez récents. Et puis qui tapait comme ça dans l'eau. De Sarajevo, et je vais mettre en doute personne, mais il y avait des bruitages qui étaient faits par le journaliste qui lui-même était à distance avec des cuillères, vous voyez, genre tir de... Vous voyez. Donc ça existait et ça a été documenté. Bon, mais l'histoire de... Madame, vous allez témoigner pour mon reportage, ça, j'ai jamais entendu. J'ai couvert la guerre civile en Irlande du Nord, je suis resté une dizaine de jours à Belfast, et j'ai enregistré une nuit des échanges de coups de feu. C'était pour de vrai, avec mon agra. Avec des petites cuillères. Voilà, et j'envoie ça à Europe 1, et le patron Gorini me dit, ben bravo, parce que ça au moins c'est pas des petits pois qu'on fait tomber dans une casserole. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il m'a dit, il y a un reporter en Algérie qui avait fait tomber des petits pois dans une casserole pour faire croire qu'il assistait à un mitraillage. C'est quand même hallucinant. Je ne reconnais plus... Bollard écrivait de son hôtel. Pardon? Lucien Bollard. C'est ce que j'allais vous dire. Bien sûr. Et c'était remarquable. Oui. Bon, je ne reconnais plus le journalisme que j'ai exercé il y a 40 ans dans ces jeunes gens mal rasés, mal habillés, ou ces jeunes femmes agressives, tous plus soucieux de leurs questions que des réponses qu'ils n'écoutent pas. Vous généralisez un peu. Je généralise un petit peu, j'exagère peut-être un petit peu, mais je suis quand même souvent choqué, ce qui n'était pas le cas à mon époque, dans les années 70, par le fait qu'il y a beaucoup de journalistes. À l'époque, on se disait, t'as vu ce qu'il m'a répondu, t'as vu ce qu'il a dit le mec, quand on interviewait quelqu'un. Aujourd'hui, il y en a plein qui disent, vous avez vu la question que je lui ai posée? Mais non, c'est pas ça qui est important. Il faut que la question soit bonne, mais la seule information ne vient que de la réponse. Il n'y a pas d'histoire. Là, il y a discussion. Il a raison. Discutons. Là, il y a discussion parce que un grand aîné m'a dit plusieurs fois, il n'y a pas de grands interviewés, il n'y a que des grands intervieweurs. Ouais. Et je pense qu'il n'avait pas tort. Je pense que Pivot, par exemple, fait que les gens chez Pivot disaient des choses qu'ils ne disaient pas ailleurs. Parce que sa qualité était exceptionnelle. Je pourrais dire la même chose de Chancel, et je pourrais dire la même chose de... Donc, je ne minimise pas le rôle de celui qui interroge. Mais là où vous avez raison, Pierre Douglas, c'est qu'il y a une autre raison. Il y avait une époque où les journalistes ne se considèrent pas comme plus importants que leurs invités. Oui, c'est vrai. Et ça change tout. Mais oui, alors c'est pour ça que quand je dis, t'as vu la question que j'ai posée, elle est très bien. Hein. Là, ça nous renvoie à 9h44, dans l'émission. Attention, je ne pensais pas du tout. Je pensais à un certain nombre de personnes, Mais- à l'évidence. Mais ça, Elles posent des questions, comme vous l'avez très bien dit, d'une manière tellement biaisée parce qu'elles pensent qu'elles sont nécessaires au débat, alors qu'on attend l'autre. Mais on attend la réponse, mais bien sûr. On peut parler pendant des heures, les gens ils sont sans doute mieux formés qu'ils n'étaient avant. Vous trouvez ? Sans doute. Mieux formés qu'ils étaient avant, ils passent par des écoles de journalisme. Assez d'épaisseur historique, vous Ah trouvez? Ils ont Peut-être moins de moins, culture. peut-être beaucoup moins, mais bon. Peut-être beaucoup moins. Mais en revanche, Oui. politiquement, alors il y a 2 ou 3 choses qui me frappent, c'est qu'ils sont plus dans la morale qu'avant. Quand j'ai commencé dans le métier, ils étaient borderline, les journalistes. Ils étaient prêts à faire des choses. Aujourd'hui, ils ont une carte de prêche. Donc, oui. Ah oui. Ils ont une carte de prêche, c'est-à-dire qu'ils donnent ce qu'il faut faire, la morale sur le Covid, sur le climat, sur ceci, sur cela, etc. C'est extraordinaire. Je vous assure, à côté, vous êtes un esprit libertaire. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ils sont très dans la morale. Mais vous savez, la morale, ouin. C'est même pas la morale des consciences, c'est d'autres choses. Bon. Et puis, c'est la tendance du métier. Bon, vous avez rencontré François Mitterrand, par exemple, et vous avez rencontré les Oui, présidents de c'était la assez République. rigolo parce que il aimait beaucoup les artistes. Il nous avait invités plusieurs fois à déjeuner à l'Élysée. Je suis allé 3 fois à l'Élysée. Et une fois, j'étais assis en face de lui, on était une dizaine, et il me dit, vous savez, Marchais
dont l'imitation m'a permis de démarrer ma carrière il y a très longtemps, il me dit, Marchais était à votre place, hier il était là en face de moi. Je dis, ah bon? Et Mitterrand me dit, vous voulez pas nous le faire une seconde? Et sans hésiter, je lui ai dit, François, passe-moi le sel. Mitterrand a dit, vous avez vu, il le fait bien, il le fait bien, hein, il le fait bien. Et puis, 6 mois plus tard, je fais une émission de télé, l'Académie des Neufs, et les invités devaient faire une déclaration, et on devait dire, le public devait dire s'il disait la vérité ou s'il mentait. Et moi, j'ai dit, il y a 6 mois, j'ai tutoyé le président de la République à sa table. Tout le monde a dit que c'était du baratin. Il y a un jeune qui a dit, moi, je crois que c'est vrai. J'ai raconté l'anecdote. Il a gagné un voyage autour du monde. Il m'a envoyé une carte postale d'Australie. Mais c'est grâce à Mitterrand et à vous que je suis là. C'est donc aux éditions LOL. Et c'est vrai que bon, on se balade là-dedans. Et puis, il y a des choses parfois qui sont un peu plus intimes. Vous avez parlé de votre fils. Qui souffre de troubles bipolaires. Voilà, et ça, c'est un combat, c'est un engagement que vous avez et qui est très, très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui sont bipolaires. Je crois que vous allez faire d'ailleurs quelque chose au printemps. J'ai animé le 30 mars la journée mondiale des troubles bipolaires et ma femme et moi nous occupons d'une association qui s'occupe de ces gens-là. Il faut savoir qu'il y a 2,5 millions de Français qui souffrent de troubles bipolaires et si vous considérez qu'ils vivent à 2 ou 3 ou 4 personnes entre la femme, la compagne, le compagnon, les parents, etc., on peut dire qu'il y a 12 millions de Français qui sont concernés. Et quel âge il a votre fils aujourd'hui? Il a 57 ans. Et il n'est pas autonome financièrement? Il n'est pas autonome financièrement, il a le RSA, et puis on fait notre métier de parent, on comble un petit peu ce qui manque à la fin du mois, mais il n'a jamais pu travailler. Par conséquent, voilà, il se débrouille bien, on le soutient, il est divorcé maintenant, mais il a été marié, il a 2 enfants, et mes 2 petits-enfants vont très bien, ils ont bien assumé ce qui s'est passé avec la maladie de leur père, on n'a pas à se plaindre, on s'en sort bien, tout le monde s'en sort bien dans la famille. Mais sa vie d'aujourd'hui, comment elle est organisée? Il rencontre beaucoup de monde. Là, il est parti faire le chemin du Compostelle. Bon, voilà, il part avec des amis, il marche, mais il ne peut pas travailler. Quand il a essayé de travailler, c'était sur un chantier ou je ne sais plus. Au bout de 2-3 heures, il a fallu qu'il s'en aille. Il ne pouvait plus s'y porter. Il n'a jamais pu. Et il y a une conscience, il y a une souffrance, évidemment. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une conscience. On ne peut pas dire qu'il soit heureux. On ne peut pas dire qu'il soit heureux. Oui, et forcément, ça renvoie aux parents que vous êtes. On a eu une quinzaine d'années très difficiles parce qu'il ne voulait pas prendre le lithium, qui est un médicament qui, à lui, fait du bien, mais vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à prendre un médicament. Il a fallu qu'il prenne la décision tout seul. Et pendant 15 ans, il n'a pas voulu prendre de lithium parce qu'il craignait les effets secondaires. Tous les médicaments du monde ont des effets secondaire, donc il faut savoir ce qu'on fait. Mais ces médicaments ont vraiment des effets secondaires assez importants. Oui, tout à fait, en ce qui concerne les reins en particulier. Oui, mais depuis puis même sur l'intellect. Oui. Mais depuis qu'il prend le lithium, ça lui a changé la vie, ça a changé la vie de ses parents aussi, parce que ça va quand même mieux. C'est une maladie qu'on ne guérit pas, mais qu'on soigne bien. Et on peut être rétabli. C'est déjà pas mal. Bon, et puis il y a cette pièce de théâtre dont on parlera tout à l'heure, Les Bichons, avec Patrick Préjean. Oui. Alors, Patrick Préjean, c'est une figure des années 70-80, ces gens qu'on voyait beaucoup au théâtre ce soir. Et souvent, je me dis, mais... est-ce qu'ils sont toujours sur scène? Mais il est toujours sur scène, voilà. Il a joué une pièce de théâtre il n'y a pas longtemps au Théâtre de Passy, il est en pleine forme, j'ai lu cette nouvelle pièce avec lui il y a quelques jours, on a trouvé un tourneur qui s'intéresse à nous, et la pièce s'appelle Les Bichons, parce que c'est ainsi qu'on appelait les frères Goncourt, figurez-vous. Les frères Goncourt, on les appelait les Bichons. Qui étaient d'horribles personnages. C'était pas des personnages très sympathiques, c'est donc un rôle de composition, parce que je joue le rôle de Jules. Et puis je ne dirais pas ce qu'ils faisaient, les frères Goncourt, mais je crois qu'ils avaient notamment une sexualité très très particulière. Ah, ça dans la pièce, on n'en parle pas. Oui. Vous avez travaillé avec Jacques Vendroux, vous êtes retrouvé sur les terrains avec Jacques Vendroux. Bien avec Jacques Vendroux. Vite avant que j'oublie. Vraiment, c'est un livre que vous pourrez découvrir. Et puis Les Bichons, d'après le journal des frères Goncourt. Les Bichons, c'est où? On peut donner l'adresse? Ça tourne. Bon, on va inaugurer la pièce, on va créer la pièce au Petit Théâtre Impérial de Vichy, où l'auteur Sylvain a son petit théâtre là-bas. Donc on va inaugurer à Vichy au mois d'août, et puis ensuite... on a un tourneur qui est venu nous voir, donc il est en train de nous trouver des villes, je pense, et la pièce est vraiment très très belle. On va vous voir. Et puis, franchement que c'est pas moi qui l'ai écrite. Et puis dimanche.